Bonjour à tous, ici Lucas de l'agence Infolib parisienne, en compagnie aujourd'hui d'Anis Alfaïda. Anis Alfaïda, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est un numéro un peu hors série puisqu'on va parler de la langue française. C'est bien puisque vous êtes un passionné d'histoire, vous avez étudié l'histoire et c'est une histoire finalement assez peu connue, l'histoire de la langue française. Et donc première question, tout simplement, quand est-ce qu'on peut parler de langue française dans l'histoire ? Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016 à vous, à toute votre équipe qui travaillait de façon acharnée et qui n'est pas toujours récompensée peut-être autant que vous le méritiez. Je vous souhaite la santé surtout parce que c'est ce qui est le plus important. Ça peut paraître banal ce genre de propos mais je tiens quand même à le rappeler. Alors oui, on va parler aujourd'hui de notre langue française, notre belle langue française. On ne peut pas dater précisément, on ne peut pas donner une année fixe pour parler de création de fondation de la langue française, inscrite dans le marbre. En fait, il n'y a pas de date comme ça qu'on peut mettre sur le granit. Alors, pour la langue française, vous savez qu'autrefois, la Gaule était peuplée de Celtes, puis ensuite, il y a eu la période romaine et gallo-romaine, puis après, les invasions germaniques, parce que je n'aime pas parler d'invasion barbare, je préfère parler d'invasion germanique. Avec le baptême de Clovis, donc en 1496, la France devient chrétienne, vraiment, puisque Clovis se fait baptiser chrétien. Et la langue française, au début, c'est un mélange la langue française appartient à la famille des langues latines et elle a beaucoup, son socle originel quand même est essentiellement gréco-latin, mais elle a aussi beaucoup d'apports germaniques, puisque avec ces invasions de peuplades germaniques, il y a un peu une espèce de mélange de syncrétisme. On parle de latin véhiculaire, de vox vulgaris, de latin vulgaire. Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que c'était ? Parce qu'il y a le latin, c'était la langue on sort de 3 siècles de Pax Romana, donc de paix romaine. Le latin, c'est la langue du savoir, c'est la langue de l'élite, et surtout avec la propagation du christianisme, c'est aussi la langue liturgique. On prie, on dit la messe en latin. Donc il y a le latin savant, il y a un latin un peu plus, on va dire, un peu plus vulgaire, qui n'est pas parlé par les paysans, mais on va dire dans l'administration, qui est un peu différent d'un peu du latin sacralisé. Donc c'est pour cette raison qu'on peut un peu plus parler de latin vulgaris, comme vous le rappelez. Mais la langue française, au début, est parlée par les souverains, mais n'est pas encore totalement écrite, n'est pas utilisée par l'État, par l'administration, et certainement pas dans la religion pour dire la messe, par exemple. Donc les plus vieux documents qu'on a écrits en très ancien français, il faut remonter au serment de Strasbourg. Alors on le rappelle, lorsque Charlemagne meurt en 814, il y a aussi ensuite son fils Louis le Pieux qui règne, puis Louis le Pieux a 3 fils, Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire. Et au traité de Verdun, il partage l'empire entre ses 3 fils. Lothaire, donc, qui va donner la Lotharingie, la Lorraine, donc lui le Germanique à l'est qui va donner l'Allemagne, et Charles le Chauve qui va donner la France actuelle qui est plus à l'ouest. On voit dans la série Viking au passage. Oui, c'est une bonne raison pour le voir. Donc les sermons de Strasbourg, c'est au 9e siècle, je n'ai plus la date exacte, je vous prie de m'excuser, mais il suffit de vérifier. Les sermons de Strasbourg, c'est l'alliance en fait entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre leur frère Lothaire, qui voulaient contrer les ambitions expansionnistes de leurs frères. En fait, de toute façon, dans une fratrie, en plus, quand vous avez 3 personnes, un nombre impair, ça va toujours pas, parce qu'il y en aura toujours un qui sera opposé aux 2 autres. Donc, mais ce document, les sermons de Strasbourg, c'est le plus vieux document qu'on peut qualifier de document écrit en français, aussi archaïque soit-il en fait. Est-ce que c'est un français intelligible, pour nous par exemple ? Franchement, j'ai même j'ai pu le lire, on va dire, le lire sans comprendre. Franchement, c'est franchement pas intelligible pour des gens du 20e, 21e siècle. Non. Mais c'est ça qu'on peut considérer comme le plus vieux document écrit en langue française, en très très vieux français en fait. D'accord. Et là-dessus, donc le temps passe. Et à quel moment, du coup, cette langue française commence à vraiment se codifier, à devenir vraiment une langue avec un orthographe, par exemple ? Est-ce que ça arrive à partir de quand ? Après, il y a encore beaucoup de péripéties et d'aventures, puisqu'ensuite on arrive avec la société féodale qui se forme peu à peu. On a à partir du 10e, 11e siècle, la littérature médiévale avec les chansons de gestes, comme la chanson de Roland, Chrétien III, Lancelot. Toutes ces œuvres-là, par contre, elles sont écrites en très vieux français. Et là, déjà, c'est quand même un français un peu plus intelligible, puisque vous avez disponible en librairie ces œuvres littéraires. Vous les avez écrites. Souvent, je vous conseille de lire ces livres, mais surtout dans les éditions avec la page, une page qui est écrite en français moderne et l'autre page à côté qui est écrite
qui est retranscrit dans le français de l'époque. Et vous pouvez lire, vous pouvez déchiffrer quelques bribes, déjà c'est un peu plus accessible pour nous, contemporains, mais déjà on a donc cette langue vulgaire, vernaculaire, c'est-à-dire pas le latin, cette langue, ce très vieux français qui se répand peu à peu, je ne vais pas dire qu'il se démocratise, je ne vais pas faire d'anachronisme, mais qui se répand un peu plus donc avec les chansons de gestes, donc ça prend encore beaucoup de temps. Il est parlé dans quelle région alors en France, si on peut définir une zone géographique de la francophonie de l'époque, de l'ancêtre de la francophonie? Alors, à l'époque, le royaume de France ne correspond pas aux frontières de la France actuelle, puisqu'on a, avec les Capétiens, avec Hugues Capet qui arrive donc sur le trône en 987, à ce moment-là, lorsque Hugues Capet devient roi, le domaine royal du Capet est très, très réduit. Ça va de Paris-Orléans, hein, grosso modo. C'est un peu la région parisienne et un peu une partie de la région centre. Donc le roi est encore en lutte avec les féodaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les grands féodaux ont leur cour, ont leur tradition. Il y a la langue d'Oil au nord, la langue d'Oc au sud, et on a toujours la région aujourd'hui Languedoc-Roussillon. Il y a des différences entre le nord et le sud, mais on retrouve des points communs, des similitudes donc dans ces différents récits médiévaux, dans ces différentes traditions, dans ces chants, dans ces traditions, dans la tradition orale à la fois et la tradition écrite. On a des points communs entre le nord et le sud, mais alors quand vous allez ensuite dans les campagnes, chez les paysans, là par contre c'est encore beaucoup plus dur et le fossé est encore plus grand entre la langue écrite française et le parler patois dans les différentes régions de France qu'on peut trouver à l'époque. Là par contre, la différence est encore beaucoup plus grande. D'accord, c'est toujours plus ou moins des langues latinisantes, c'est-à-dire que c'est issu plus ou moins du latin En partie, mais non, on ne peut pas dire que c'est issu directement du latin. Peut-être plus vraiment dans le sud, vers le sud-est, près de la frontière italienne, pas dans le sud-est, oui, mais on ne peut pas dire non que c'est vraiment issu du latin. Le latin, par contre, ça reste toujours la langue liturgique, la langue des savants, la langue du savoir, la langue de la transmission. Et donc, après, on arrive après très vite, il y a les croisades, donc on a parlé de la chanson de geste, les épopées. Les épopées chevaleresques sont retranscrites en très vieux français. Puis après, on arrive au XVe siècle avec la Renaissance, avec les auteurs de la Pléiade, comme Joachim du Bellay, comme Pierre de Ronsard et d'autres. Là, le français se répand un peu plus, accès à un autre statut, on va dire un peu une autre notoriété. On va très vite arriver à la date fatidique avec François Ier, qui prend sa fameuse décision, l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui impose là le français, l'usage du français comme langue de l'administration. Et on va parler, si vous voulez bien, de... Ah d'accord, parce que les lois étaient faites en latin avant, donc... L'État, la langue utilisée par l'État, c'était le latin. Les actes, tous les actes, les actes de loi, les ordonnances, les décrets, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la loi, c'est écrit en latin. Vous ne pouvez pas étudier la France de cette époque si vous ne faites pas de latin. C'est pour ça jusqu'à très récemment, le latin était quasiment, on va dire, obligatoire. Mais beaucoup d'écoliers ont fait du latin. Moi, je n'ai pas étudié latin. Bon, peut-être je le regrette un petit peu aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous avez assisté au débat récemment qui agitait l'éducation nationale. On voulait supprimer le latin. C'est quand même assez symptomatique quand même. Là, on ne va pas rendre obligatoire le latin non plus, mais de là vouloir le supprimer... rangé aux oubliettes, je trouve que c'est un peu dommage. En fait, donc, François Ier prend promulgue l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose l'usage du français dans l'administration. Et je vais aussi parler d'un auteur qui est François Rabelais. Là aussi, pareil, comme pour les œuvres que j'ai précédemment citées, vous avez des éditions, vous avez une partie de la page qui est en langue de l'époque, en français de l'époque, et la page d'en face qui est en français moderne, standard français d'aujourd'hui. Et là, pareil, lorsque vous lisez le vieux français de l'époque, là, ça devient encore un peu plus accessible. Là, vous comprenez un peu plus. Par exemple, des auteurs comme François Villon, poète maudit, vous lisez les œuvres de François Villon, La Ballade des Pendus, pareil, vous avez l'édition en français moderne et en français de l'époque. Là aussi, vous voyez que ça devient beaucoup plus accessible, beaucoup plus codifié, beaucoup plus structuré en fait. On est à quelle époque là, à peu près 15e, 16e siècle. Avec la Renaissance, et très vite on va arriver, parce qu'au bout d'un moment il y a un besoin d'harmoniser les normes, les codes, les législations, les règles, et on va arriver, celui qui vraiment va, je ne vais pas dire donner ses lettres de noblesse à la langue française, c'est Jean-Armand Duplessis, plus connu sous le cardinal de Richelieu, qui en 1634-1635 va fonder l'Académie française, qui a accueilli Alain Finkielkraut récemment. Ah bah, elle a beaucoup perdu de sa superbe. Vous savez ce que disait Clémenceau pour l'Académie française, hein, parce qu'il y a 40 membres au sein de l'Académie. Il disait, je suis désolé, hein, c'est sa citation, « Donnez-moi 40 trous du cul et je vous ferai une Académie française. »
C'est Clémenceau. C'est du Clémenceau. Qui manquait pas d'humour, voilà. Mais pour revenir à l'Académie française, quand même, il y a eu de grandes et illustres personnages qui sont passés par là. Je ne vais pas tous vous les faire. Et ces personnes de l'Académie française, déjà dès le départ, ce sont des écrivains ou ce sont des savants? Au départ, c'est surtout plus, voilà, c'est assez restreint quand même. C'est plus des hommes de lettres ou des écrivains, mais après, ça s'ouvre peu à peu. On a aujourd'hui, par exemple, voilà, on a des hommes politiques, on a eu des militaires, on a des peintres. Voilà, ça s'est ouvert vraiment progressivement. Au XVIIe, XVIIIe siècle, ceux qui rentrent à l'Académie française fait partie tout de même d'un cercle assez restreint. Mais donc, pourquoi parler de l'Académie française en 1635? Parce qu'en même temps, sur le plan géopolitique, la France, on sort de la guerre de 30 ans quelques années après, en 1648, avec les traités de Westphalie. La France est la grande gagnante de la guerre de 30 ans. La France devient la première puissance en Europe. Et à partir de là, la France va vraiment s'imposer, se répandre et acquérir un statut de langue diplomatique à partir de cette période-là. Là, c'est le début du rayonnement. Du vrai rayonnement de la francophonie. Oui. C'est à ce moment-là que des gens vont adopter la langue française un peu partout en Europe. Absolument. Il y a aussi, va se répandre sur d'autres continents, puisqu'il y a le premier empire colonial à la fois en Inde et en Amérique du Nord, au Québec. Là, même si les Français n'ont pas émigré autant en masse que les Anglais, par exemple, ou les Irlandais, mais là, on voit la présence de la langue française qui commence peu à peu à se répandre sur d'autres parties du globe, pas seulement en France et en Europe, mais pour revenir vite fait, j'avais oublié d'en parler au Moyen-Âge, il y a beaucoup de monarchies et d'États d'aujourd'hui qui doivent beaucoup à la langue française, les Anglais notamment. Guillaume le Conquérant qui a envahi l'Angleterre et qui a fondé avec la dynastie Plantagenet le royaume d'Angleterre. Je vous rappelle la devise de l'ordre de la Jarretière, Honi soit qui mal y pense, la devise de la monarchie anglaise, Dieu est mon droit, la devise de la monarchie hollandaise, je maintiendrai. Tout ça, c'est des devises en langue française. Qui datent du Moyen-Âge. Qui datent du Moyen-Âge. Et du Moyen-Âge est aussi un peu fin Moyen-Âge. J'avais parlé une fois lors d'une précédente émission sur un autre média alternatif. Méta TV Oui, voilà, c'est ça, Méta TV, qu'on salue au passage. Frédéric II de Prusse, qui était le plus grand roi que la Prusse a connu, qui est contemporain de Voltaire et des Lumières, un de ses châteaux à Berlin s'appelle Château de Sans Souci. Et Frédéric II lui-même disait qu'il parlait mieux, il s'exprimait mieux en français qu'en allemand. Il écrivait, il rédigeait qu'en français. Et la plus haute, il avait créé à ce moment-là une décoration militaire qui jusqu'en 1918 va être la plus haute décoration militaire allemande. C'est une croix avec la couleur bleue de Prusse, gravée en lettres d'or, pour le mérite. Alors il faut vraiment comprendre, à cette époque-là, que la France est un des États les plus peuplés d'Europe. Ouais. C'est le royaume le plus peuplé d'Europe, pratiquement. La Chine de l'Europe, on l'appelait. Extrêmement riche, richesse fabuleuse, puissance militaire, puissance politique, économique, puissance culturelle aussi, puisque la langue française se répand. On arrive ensuite aux Lumières, puisque la France avec The Enlightenment en Angleterre, Die Aufklärung en Allemagne et les Lumières en France. La France, c'est un des trois pays-là, un pays moteur qui va favoriser la propagation des Lumières. Et là, la langue française va devenir synonyme de langue de liberté, langue de culture, langue de raison. Donc quand les Lumières, comme par exemple Voltaire, allaient en Prusse pour instruire les rois, ça se faisait en français. Ça se faisait en français. Il ne parlait qu'en français. Non, Frédéric II lui-même le disait, je répète, il disait qu'il préférait parler français qu'allemand. Limite, il avait un peu honte de parler allemand. Pour lui, c'était quelque chose de... On va dire, parce que c'est quand même, il va pas être non plus, c'est pas un traître à son pays non plus, mais il préférait vraiment de loin la langue française. Il rédigeait quasiment qu'en français. Dans sa correspondance privée, dans ses lettres avec ses amis, notamment avec Voltaire, on ne trouve que des lettres en français. J'avais oublié, on va revenir vite fait au XVIIe siècle avec un de nos plus grands auteurs qui a donné son surnom à la langue française, Jean-Baptiste Poquelin, qu'on connaît plus sous le pseudonyme Molière. On parle avec Racine et Corneille aussi, les grands auteurs au XVIIe siècle, mais quel est le surnom qu'on donne à la langue française? La langue française, c'est la langue de Molière. Donc, Académie française, puis ensuite XVIIIe siècle, là, la langue française se répand. À quoi elle sert cette académie? Je voulais faire un petit... Alors, elle sert à fixer les règles de grammaire, par exemple, pas consacrer, mais à valider par exemple l'introduction de termes de langue étrangère dans la langue française, à faire les premiers dictionnaires, par exemple à valider aussi même ensuite au XVIIIe siècle des ouvrages scientifiques, des ouvrages savants. En fait, elle veille au bon fonctionnement, au bon usage de la langue française. C'est surtout ça la vocation de l'Académie française. Et elle accueille en son sein 40 membres élus à des fauteuils. Donc il y a 40 fauteuils et souvent on parle du 41e fauteuil pour parler de personnes célèbres ou illustres qui n'auront jamais été admis à l'Académie française. On parle de 41e fauteuil pour ces personnes-là par exemple.
Donc une fois que cette langue est codifiée, elle est orthographiée, elle existe, là on parle d'un français qui est intelligible pour nous. Si on entend une personne de l'époque, bon, évidemment il y a des tournures de phrases qui sont un peu différentes, ça a 300-400 ans, mais c'est du français compréhensible. C'est du français quand même beaucoup plus compréhensible et avec beaucoup une plus accessible, orthographe oui. qui ressemble un peu à l'orthographe française d'aujourd'hui. Oui, sans nul doute, oui. La Révolution française permet justement d'uniformiser, de détruire tous les patois locaux. Parlez-nous un peu de cette époque. Alors, la Révolution française avec son corollaire, le jacobinisme, c'est-à-dire cette volonté quand même de mettre au pas les diversités un peu régionales, oui, va favoriser la propagation, va accentuer la propagation de la langue française et oui, détruire un peu plus les particularismes locaux, régionaux. La Révolution française va aussi permettre la propagation paradoxalement de la langue française dans toute l'Europe, encore un peu plus, et donner à la langue française vraiment un prestige encore plus accru en fait au XIXe siècle. Donc la Révolution française paradoxalement va détruire un peu les particularismes locaux régionaux peut-être au sein de la France, mais en Europe va permettre à la langue française d'accéder à un statut encore plus élevé qu'elle n'avait auparavant. Parce qu'il faut bien comprendre que le français justement avant la Révolution française était un français académique, d'élite, mais que le petit peuple, y compris dans des régions, dans les régions d'influence de la langue française, parlait des patois locaux qui venaient de la nuit des temps. C'était difficilement compréhensible. Oui, bien sûr, oui. Dans les régions, par exemple en Bretagne, au fin fond de l'Aquitaine ou autres, les paysans ne parlaient pas français. Non, ils ne parlaient pas du tout français, mais le français se répand encore plus, je ne vais pas dire se démocratise, j'aime pas faire d'anachronisme, mais voilà, maintient encore plus son assise un peu plus au sein de la population. C'est surtout avec la Troisième République au XIXe siècle, avec le service militaire, avec le fait de vouloir brasser toutes les composantes de la société française, que là vraiment après, le français sera parlé même jusqu'au plus reculé des villages de France. Mais donc oui, au XIXe siècle, même si la France, après la défaite de Waterloo, va un peu décliner, la langue française, elle ne décline toujours pas, puisque dans la diplomatie, la langue française reste toujours incontournable. C'est la langue la plus parlée dans les chancelleries, dans les diplomaties occidentales et même dans le monde. À partir de quel moment la langue française ne va plus être la langue diplomatique ? Alors, jusqu'au XXe siècle, début XXe siècle, la langue française est toujours utilisée, appréciée, toujours un statut diplomatique incontournable, mais le moment où vraiment la langue française descend de son piédestal, surtout sur le plan diplomatique, on va dire 1940. Puisque vraiment après la France, après 1945, vraiment fait partie pas des grands vainqueurs, mais comme la France a été vaincue et occupée, on va dire dans les diplomaties, les Anglo-Américains vont imposer à vitesse grand V la langue anglaise. À partir de 1945, vraiment, la langue française ne retrouvera plus sa place, son statut de langue numéro 1 dans le monde, sur le plan de la diplomatie, pas sur le thème de la population, parce que les peuples qui parlent anglais étaient déjà beaucoup plus nombreux aussi. Mais sur le plan diplomatique, la langue française va vraiment descendre de son piédestal après la Seconde Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, combien y a-t-il de francophones dans le monde ? On estime à peu près à 120-130 millions le nombre de francophones dans le monde, en France, donc en Europe, en Amérique, en Afrique, dans l'ancien espace colonial français, que ce soit au Maghreb, en Afrique noire, la langue française est encore très parlée, en Asie aussi vous avez, donc la langue française a quand même, faut pas non plus être trop pessimiste, mais la langue française a quand même un avenir devant elle encore. Et paraît-il qu'elle est de plus en plus enseignée, est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Il y a même des peuples qui n'avaient très peu de lien avec la langue française. Par exemple, la langue française est très populaire en Amérique latine, alors que la France n'était pas présente militairement, n'avait pas d'empire colonial en Amérique latine, mais vous avez comme des institutions comme l'Alliance française qui travaillent à faire rayonner, à diffuser la langue française et la culture française dans le monde. Vous avez des zones comme ça du monde, donc l'Amérique latine, peut-être l'Asie du Sud-Est où la France n'était pas présente ou très peu présente. Vous avez ces peuples-là qui sont de plus en plus demandeurs de langue française. En Europe de l'Est aussi, en Russie, même s'il y a des tensions actuellement sur le plan géopolitique et diplomatique, mais c'est des endroits qui sont vraiment encore très demandeurs de langue française pour un peu tordre, parce que les gens parfois en ont un peu marre de la domination anglaise, même si c'est pas encore prêt de s'arrêter. L'uniformisation culturelle, pas dire linguistique, mais non, il y a encore il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on demande encore de la langue française. Des chaînes de télé comme TV5 Monde, que je pense que vous connaissez déjà, ou France 24, travaillent. Vous voyez, n'importe où dans le monde, vous pouvez capter ce genre de chaînes qui
font un travail de longue haleine pour promouvoir et diffuser la langue française. Merci beaucoup pour cet entretien, Anis Al-Faïda. Mais c'est moi qui vous Comment remercie. voudrez-vous finir, conclure ce petit cours d'histoire de la Alors, langue? revenir un peu sur ce que j'ai dit au cours de notre entretien, le statut d'une langue, on n'est jamais très loin de la diplomatie, de la géopolitique, c'est lié au rapport de force. Si vous avez un pays puissant, si un pays puissant est fort, il peut imposer sa langue, pas l'imposer à tous, mais faire en sorte que sa langue a quand même une place. Par exemple, pourquoi l'anglais est très parlé aujourd'hui? Les États-Unis sont la première puissance mondiale et la première puissance culturelle dans le monde, c'est aussi les États-Unis. Voilà. Mais comme là, on voit par exemple l'émergence de plus en plus, et ça ne saurait tarder. Bon, on sait que la Chine est quasiment la première puissance économique dans le monde, même si la Chine n'est pas invincible non plus et ne va pas non plus tout dévorer sur son passage, enfin, on n'en sait rien. Rien ne nous dit que peut-être, par exemple, dans un avenir proche, les Chinois ne veuillent pas imposer peut-être pas à tout l'Occident le fait de vouloir apprendre le chinois, mais paraît-il que justement paraît-il qu'en Chine justement l'engouement pour la langue française est très élevé et oui. Il y a beaucoup de gens qui Absolument. Qui se familiarisent avec cette langue et cette culture, puisque la langue véhicule aussi une culture. Absolument, absolument, oui, c'est pas innocent. Mais pour le chinois, ce que je voulais dire, c'est que si un pays veut se faire respecter et un pays, lorsqu'il est en situation de force, il peut même jusqu'à, pas imposer à tout le monde sa langue, mais au moins faire en sorte qu'elle soit un peu plus enseignée, un peu plus connue. Donc rien ne nous dit peut-être que, je sais pas moi, au milieu du 21e siècle, enfin on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais rien ne nous dit que demain, je sais pas, vers 2050, peut-être 2080, j'en sais rien, peut-être que je spécule, mais rien ne nous dit que la langue chinoise n'aura pas un statut autre qu'elle a actuellement. Par exemple, voilà. D'accord. Merci beaucoup Anis Al-Faïda. Un dernier petit mot, si vous me permettez, parce que je reçois toujours des mails. Je remercie celles et ceux qui m'envoient des critiques, des remarques constructives ou intelligentes. Beaucoup de gens me redemandent à chaque fois comment se procurer mon livre, donc ABCD Régalé dans la boue. Bien par mail, anis.alfaïda@gmail.com, la librairie Facta, 4 avenue de Clichy, le site Hades Éditions, la librairie de Lorient, 18 rue des Fossés Saint-Bernard, et aussi la librairie Arisala, 153 boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bon courage. Le connard là, DHL. Là. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.